Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme, nous dira Winston Churchill. Moi, je vous dirais, gardez toujours le sourire, car tout ce qui commence a toujours une fin, qu'elle soit bonne ou pas, elle va toujours bien finir par votre sourire. Ce que nous allons commencer ici, c'est de commencer par la musique et de finir par le débat qui sera porté sur une tendance actuelle qui est le BBL, Brazilian Butt Lift. Nous allons parler sur le débat sur ce plateau, mais avant, nous allons également parler de Sapousse qui nous parle aujourd'hui toujours du plantain. Comment faire la récolte, l'entretien des plantations, on dira tout sur ce plateau, sans oublier le coaching numérique qui nous parlera de chatbot. C'est également intelligence artificielle qui fait booster beaucoup d'entreprises. Fidèles téléspectateurs, vous savez déjà que pour commencer, pour tout déballer sur ce plateau, nous commençons toujours par la bonne musique. Et cette bonne musique que je vous demande de suivre aujourd'hui, c'est avec Charlotte Dipenda. Très bon conseil de Charlotte Dipenda, mais qu'il ne faut pas toujours suivre, il ne faut pas toujours s'en foutre, parce que Mewe nous dira, quand on prend le chemin de « je m'en fous », on se retrouve sur la voie de « si je savais ». Et nous, on ne dira pas « si je savais » avec vous, fidèles téléspectateurs, puisque je vous ai demandé de toujours sourire. Et nous allons commencer notre déballage, et ce sera avec le coaching numérique. Dans coaching numérique, nous vous parlons du chatbot. Oui, cette nouvelle tendance qui transforme les services clients et les entreprises. Il paraît que c'est un dialogueur qui fait tendance. Ou bien, Bénédicte, bonjour, comment vous vous portez? Bonjour Yasmine, je vais bien et vous? Ça va très bien. Super. Avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais bien présenter également notre producteur agricole, Cédric Gandé-Dossou. Comment vous vous portez? Très bien, madame la journaliste, et salut à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Au plaisir. On sait que tout à l'heure, vous allez parler du banane planté encore, mais avant, restons dans le coaching numérique pour découvrir le chatbot. Alors, c'est quoi le chatbot concrètement? Alors, un chatbot, c'est un logiciel, je dirais, qui permet de discuter automatiquement avec les utilisateurs. Donc, quand je dis discuter automatiquement, c'est que vous êtes sur un site ou vous êtes même encore sur, une application dans une institution, n'importe comment, et vous voyez là, quelque part, dans un angle chat, c'est pour poser, en fait, des questions sur les services, sur l'entreprise, sur l'institution. Donc, vous posez les questions, vous avez les réponses automatiquement. Et des millions d'utilisateurs de par le monde posent également ces questions-là. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est derrière en train de répondre à chaque question. Non, on appelle ça un chatbot. Chat pour dire message, voilà. Donc, bot pour dire bot, voilà, comme un robot. Donc, c'est ça un chatbot. Maintenant, un chatbot, je vais dire intelligent, voilà, utilise l'intelligence artificielle pour répondre à des questions auxquelles il n'était pas vraiment programmé pour répondre, je vais dire, de base. Donc, un chatbot intelligent personnalise ses réponses en fonction de l'utilisateur qui lui pose la question. Alors, quels sont les avantages de cette application? Ou ce logiciel, pour être plus précis? Oui, alors je dirais que d'abord, ça fait économiser beaucoup d'argent aux entreprises, aux institutions. Par exemple, je ne sais pas si à l'OTB, vous avez peut-être un service client, allô, bonjour et tout, qui répond au message. Si c'est un chatbot, au lieu d'avoir, je vais dire, 6 personnes autour d'une table en train de travailler, le chat répond au message de façon personnalisée. Moi, je lui écris bonjour, ça me dit quel est votre nom, je dis Bénédicte, alors bonjour Bénédicte, comment puis-je vous aider aujourd'hui, et je commence à poser mes questions et tout. En fonction de mon profil, ça me répond. Donc, le chatbot, ça fait vraiment, ça fait économiser, je dirais, beaucoup d'argent et du temps aux entreprises, aux institutions. Et quand il est intelligent également, je dirais que ça améliore vraiment l'expérience client. Donc, ça attire, un chatbot bien fait, ça attire les gens. Moi, quand j'étais un tout petit peu plus jeune, je suis déjà allée sur des sites pour écrire, juste parce que, voilà quoi, je sais que c'est un robot et j'avais envie de lui poser des questions juste comme ça. Donc, mais est-ce que c'est ce qu'on peut utiliser également dans les call centers? Parce que, par exemple, dans un service client, dans un réseau, pour un réseau mobile, on appelle directement le call center pour que ça nous donne des informations. Est-ce que ça veut dire que le chatbot peut remplacer ces personnes qui nous répondent directement et ce sera forcément l'ordinateur qui va nous répondre à toutes nos questions? Alors, chatbot, généralement, c'est par écrit. Maintenant, les entreprises ou les call centers, ils peuvent, je vais dire, programmer des bots, mais seulement pour des appels, voilà. Alors, comment avoir un chatbot?
D'abord, pour avoir un chatbot, il faut s'adresser, je vais dire, à une personne ou une institution spécialisée dans le développement de chatbots. Sur les réseaux sociaux, il y en a plein qui font les promotions et tout. Voilà, on développe des chatbots. Et surtout, il faudrait en fait connaître les questions les plus fréquentes qu'on vous pose très souvent. Un peu comme si je prends l'OETB, quelle est la définition de l'OETB, Office de Radio, Télévision, Télévision du Bénin? Je sais pas, quels sont vos tarifs pour une publicité, des trucs comme ça. Il faudrait connaître toutes les questions qu'on vous pose très souvent. C'est comme les annonces nécrologiques pour passer une pub. C'est combien il faut payer. Donc, tout ça, on enregistre et c'est le chatbot qui répond. C'est ça. Donc, et quand la personne veut plus de détails, on continue toujours, il y a une personne qui vient répondre. Parfois, on dit, enfin, il y a des parties où on dit discuter avec quelqu'un. Donc, si ça dépasse la capacité du chat, ça peut passer ça à un humain, mais ce n'est pas sur toutes les plateformes. Si les gens, ils programment, s'il y a des gens en arrière-plan qui peuvent venir discuter avec toi, si ton besoin est beaucoup plus spécifique, voilà, ils vont mettre quelque part à la fin, si tu n'as toujours pas ta réponse, est-ce que tu es satisfait? Si tu cliques toujours non, est-ce que tu veux discuter avec quelqu'un? Oui, maintenant tu peux discuter avec quelqu'un normalement. Il y a des structures qui l'utilisent au Bénin déjà? Oui. Beaucoup de structures l'utilisent déjà? Beaucoup de structures. Je ne sais pas. Il y a UPA qui a, comment ça s'appelle déjà? Léo. Ah, d'accord. Oui, Léo, et c'est un homme là, façon qui s'habille en rouge, et si on dit voilà, discuter avec notre chat. Donc tout le monde sait que c'est un chatbot, et moi-même je lui ai déjà écrit, je n'avais aucun problème. Donc voilà quoi, il y a des structures qui l'utilisent, et même de façon personnelle, je me suis déjà amusée à utiliser une intelligence artificielle pour en avoir sur WhatsApp. Mais bon, ça c'est un truc entre amis, voilà, parce que les questions comme est-ce qu'il y a cours, vous êtes où, des trucs comme ça, et j'ai juste programmé des réponses standards pour que ça puisse répondre. Donc, personnellement, et sur Facebook également, il y a Messenger qui a une fonctionnalité comme ça intégrée. Donc, pour ceux qui font de petits commerces et tout, il y a quelques formations quand même que les gens font généralement en ligne pour pouvoir développer des chats personnalisés par rapport à votre activité. Donc, je peux également moi-même avoir mon chatbot pour répondre à tous mes amis. Oui. Surtout pour ceux qui ont envie de passer sur l'émission Rendez-vous de midi, qui ont envie de faire SOS Rendez-vous de midi, je peux initier un chatbot où ils peuvent répondre et envoyer également leurs vidéos. C'est bien cela? Ils peuvent envoyer des vidéos ou vous poser des questions. Oui, le chatbot pose des questions. On pose des questions, le chatbot répond. Oui. Et maintenant, quand il s'agit de m'envoyer des éléments, ils envoient. Ah oui, il peut vous envoyer, dès que vous avez un moment, vous allez juste là-dedans pour tout télécharger, voir les conversations et choisir les plus pertinentes, tout simplement. J'ai vu que Sergio Gandé est aussi intéressé par ceux dont on parle sur ce plateau. Dites-nous. Oui, absolument. D'ailleurs, en off, j'en avais parlé avec Madame Bénédicte. Et je pense que c'est une fonctionnalité qui serait intéressante pour ma coopérative, par exemple, puisque nous avons beaucoup de questions standards comme ça et c'est fastidieux, effectivement, de répondre à tout le monde, de dire... Déjà, notre passage le lundi dernier a suscité beaucoup de messages. Okay. Et donc, le chatbot pourrait bien répondre à ça. Et moi, j'avais essayé la chose en 2021, où j'avais payé un logiciel qui pouvait être intégré à Facebook et permettre d'automatiser mes conversations. Sauf que malheureusement, je n'ai pas vraiment approfondi. Donc, ma question, c'est de savoir si vous, intuitu personné, est-ce que vous pouvez monter des chatbots pour nous? Si c'est le cas, on pourrait déjà créer un partenariat dans ce sens. Attendez, je vais vous envoyer vos deux services commerciaux. C'est ici que vous réglez les affaires, en fait. En tout cas, on peut également initier son propre chatbot. Mais est-ce que ça n'a pas de... parlons des conditions de sécurité. Avoir un chatbot, est-ce que ça n'a pas des problèmes après? Non. Est-ce que nos données ne seront pas exposées? En fait, généralement, ça n'a pas de problème. Mais ce que je vais juste rajouter, c'est qu'il faudrait souvent faire les mises à jour. Si par exemple, ça c'est l'entretien. Voilà, si vos tarifs changent, si vous avez de nouveaux services ou s'il y a des actualités et tout, vous pouvez faire des mises à jour rapidement et également demander des retours aux gens qui l'utilisent. Quand tu écris au chat, est-ce que tu as vraiment les réponses très précises aux questions que tu poses, tout ça pour pouvoir quand même jauger et souvent mettre à jour. C'est juste ça pour mon utilisation personnelle. Merci beaucoup Bénédicte. Des conseils encore? Ou on peut dire à lundi prochain? Oui, on peut dire à lundi prochain. Merci. Moi j'ai une préoccupation si D'accord, vous permettez. allez-y. Je vois souvent parfois sur WhatsApp des gens à qui vous écrivez
et c'est une réponse automatisée qui arrive. C'est le chatbot? Non, ça c'est juste une fonctionnalité de WhatsApp. Ouais. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous l'avez compris, vous avez eu les conseils de notre digitaliste Bénédicte Lovy. Et oui, la suite de notre rendez-vous, c'est Ça pousse dans les champs. On y va directement dans le droit de notre sujet. La semaine dernière, avec Sergio Gondé, notre producteur agricole, nous allons parler de la banane plantain, ce fruit riche, souvent considéré comme un légume. Oui, aujourd'hui, nous parlons de l'entretien, de la plantation et de la récolte. Alors, Sergio Gondé, comment vous vous portez à nouveau? Très bien, je me Si vous vous portez très bien, alors quelles sont les différentes étapes de notre plantation de bananier? Voilà, la plantation de bananier, je pense que ça répond à 3 ou 4 étapes essentielles. D'abord, il faut convoyer les plants au champ. Vous allez voir que pour ça, il faut un tricycle, une bâchée, une camionnette en fonction de l'ampleur de votre plantation. Et une fois que c'est au champ, il faut donc faire une série d'activités. La première, on va l'appeler le piquetage. Parce que pour que votre plantation soit jolie, afin que quand les gens viennent dedans, ils se rendent compte que mais c'est esthétique, oui, il faut respecter des normes et des dimensions. Donc, on va faire ce qu'on appelle le piquetage. Le piquetage, c'est une opération qui consiste à mesurer en fait les écartements entre les plants et mettre des petits bois. Ces bois-là, on les appelle des piquets. Et donc, ces piquets-là vont être mis à chaque intervalle, soit 3 mètres sur 2, 2 mètres sur 2. Et donc, lorsque en fait, nous arrivons à mettre ces piquets-là, nous savons que nous viendrons maintenant faire la trouaison là. La trouaison, c'est l'opération qui consiste à creuser. Voilà, donc après le piquetage qui consiste à lancer des cordes et à maîtrer, voilà, pour mettre les piquets, on va maintenant creuser les trous. Les trous aussi respectent en fait une dimension. Parce que pour la banane, il ne faut pas simplement creuser un petit trou et mettre. Il faut des trous qui soient un peu profonds, 40 cm de profondeur au moins, 40 jusqu'à 60 cm. D'accord. Et ça permet en fait à la banane d'avoir une bonne assise et de développer son système racinaire. Et ça, on doit mesurer tout ça quand... Ah oui, c'est très important. En fait, c'est scientifique. Si vous ne respectez pas ces étapes, le résultat à la fin, il est catastrophique. D'accord. Voilà, donc après la trouaison... Après la trouaison, il faut maintenant passer au rebouchage. Le rebouchage, ça consiste à mettre, puisque nous, on fait la promotion de l'agriculture biologique, vous allez chercher non pas des engrais chimiques, mais des fientes de volaille, des bousses de vache, etc., que vous allez mettre en fait dans le trou. Jusqu'à une certaine hauteur, avant donc de pouvoir mettre le plan proprement dit que vous avez amené de la maison vers votre champ. Donc, après le rebouchage, vous allez faire le planting proprement dit, qui consistera à mettre le plant en terre et puis à recouvrir jusqu'à une certaine hauteur. Mais quand on recouvre de manière à ce que le plant ne soit pas total, le trou ne soit pas totalement fermé. Ok, qu'il y a un creux. Comme les images qu'on a vues tout à l'heure. Il y a un creux tout autour. Il doit avoir un creux parce que ce creux permet, quand il pleut, de stocker de l'eau autour de la plante ou même quand on fait de l'arrosage, de stocker de l'eau. Pour que le sol soit toujours humide et permettre aux racines de puiser. Puisque le bananier a constamment besoin d'eau. Constamment. Et donc, nous faisons le planting et puis nous arrosons. Et là, cette étape est terminée. Notre plant est en terre. Et on passe peut-être maintenant à la phase d'entretien. Et comment se fait l'entretien? Bien, en ce qui concerne l'entretien, il faut laisser à mère nature, la pluie? Oh non. Si vous avez peut-être un ou deux bananiers à la maison, vous pouvez laisser ça à mère nature. Une mère nature s'en occupera. Par contre, quand vous avez une plantation, il faut forcément un château d'eau. Vous allez le voir à l'image. Il vous faut un château d'eau parce que la banane a besoin de beaucoup d'eau. Donc, si ce n'est pas dans un bas-fond, dans un marécage, il faut avoir de l'eau constamment à lui apporter. Ça, la banane a besoin, pour ses débuts, de 15 à 20 litres d'eau par semaine. Voilà. Donc, en allant... 15 à 20 litres par semaine. Par semaine. Pour chaque plant. Pour chaque plant.
Donc, quand vous avez 2000 plants, vous imaginez un peu, donc il faut vraiment un château. Oui. Et au mieux des cas, il faut un système d'irrigation qui vous facilite la vie. Donc, et la deuxième chose très importante, c'est que la banane aime les milieux aérés. Donc, il faut désherber chaque 2 mois. Ah oui, chaque 2 mois, vous devez, à l'aide d'un coupe-coupe ou d'une Et tout ça, ça a un coût, hein? Absolument. Parce que si ce n'est pas votre champ, vous ne pouvez pas faire tout ça. Si c'est un État, vous ne pouvez pas faire désherber à chaque fois seul. Il faut avoir des employés pour Il faut avoir des employés, ou il faut aussi mécaniser son système. Par exemple, nous avons des débroussailleuses qui permettent en fait à une seule personne, par exemple, en une journée, de faire demi-état. D'accord. Donc, ça permet chaque 2 mois de passer dedans, de faire du sport et voilà. Donc, vous débroussaillez chaque 2 mois. Chaque 2 mois également, vous apportez encore les fientes. On avait parlé au début, avant de mettre le plant en terre, de mettre des fientes. Oui. Il faut encore les apporter chaque 2 mois. Parce que ça permet de donner de l'azote, nourrir toujours la terre. de l'azote, du phosphore, du potassium au plant pour faciliter leur pousse. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, je crois au bout de 9 mois, vous avez votre bananier qui grandit et qui sort... les régimes de bananes. Le régime. Maintenant, il sort d'abord une fleur. Et cette fleur va commencer par sortir des mets. Voilà, et l'ensemble de ces mets va former le régime. Et au bout de ce régime, il y a la fleur mâle. Oui. L'image est passée déjà. Oui. Et il y a la fleur mâle. Et donc, il faut rapidement couper la fleur mâle tôt pour que votre régime soit gros. Ah, Si ok. vous On ne laissez- laisse pas jusqu'à la cueillette. Voilà, si vous laissez, la plupart des gens laissent la fleur mâle, mais le danger est que ça puise, cette fleur mâle-là, ça puise en fait de l'énergie dans le plant. D'accord. Ça fait que sa croissance n'est pas aussi... Belle astuce. Donc, voilà, à donc. quel moment on coupe ça alors? Dès lors que vous sentez que les mains Oui, ont commence par commencé sortir. par devenir trop petites, ça sort des mains, Oui, oui. une série de petites bananes. Oui. Quand ça commence par devenir très petit, vous vous rendez compte que là, c'est plus bon. Il faut couper la fleur mâle. D'accord. Et quand vous coupez la fleur mâle, vous attendez 1 mois après, vous recouvrez maintenant le régime lui-même d'un sachet que vous attachez. D'accord. Pour 2 raisons. La première, c'est que ça évite que les oiseaux, rongeurs. etc. viennent vers. La seconde, c'est que ça permet en fait d'avoir un système de chaleur qui accélère la maturité. De D'accord. manière à ce que vous ne soyez plus obligé d'utiliser des produits chimiques pour pouvoir créer vois. la maturation. Et le mal qu'on coupe, on jette ça ou on Oui, peut le encore mal l'utiliser? qu'on coupe, non, le mal qu'on coupe, si c'est au Bénin, on jette. Ailleurs, ça se mange. Oui, il y a des jus qui sont faits à base de fleurs mâles de bananier. D'accord. Peut-être nous en parlerons à la prochaine édition dans la phase transformation. Parce que tout sur le en fait, le jus du faux tronc de bananier. Et on boit. Le jus. Bah oui, bien sûr. Moi, j'ai une petite question, si vous Allez-y. permettez. Oui. Alors, au début, vous aviez dit que quand on finit de mettre ça en terre, il faut laisser des trous autour. Oui. Est-ce que le sable ne vient pas recouvrir ces trous-là ou bien? Non, on laisse... oui, avec le temps, le sable finit par le faire. Mais puisque chaque 2 mois, vous devez revenir apporter des pour fientes, l'entretien. chaque 2 mois, vous créez une couronne tout autour du plant d'accord. pour remettre. Et donc, il y a toujours ce petit trou qui Là, ne on ne disparaît creuse pas. pas tout autour, mais on peut Non. former une bosse tout autour. Oui, on peut et former mettre une les bosse fientes à autour et l'intérieur. mettre les fientes à l'intérieur. Donc, quand l'eau va dessus, l'eau entre dans les fientes pour descendre maintenant vers les racines. Bon, Mais alors- très important, c'est qu'il faut laisser toujours un petit écart entre les racines et les fientes. Il ne faut pas que les fientes touchent directement la racine. Parce que quand l'azote est très fort, où il y a encore une forte concentration de chaleur, c'est que ça va tuer en fait la racine. Et quand la racine meurt, le plant finit par mourir. Et nous, on ne veut pas que le plant meure. Du coup, on va toujours éviter que la fiente aille vers les racines. Alors, quelle est la rentabilité financière? Parce que là, il faut de la main-d'œuvre, il faut du matériel pour l'entretien. Oui. La rentabilité. Oui, la rentabilité, d'abord, elle part de l'entrepreneur lui-même. Parce que vous n'aurez pas de rentabilité si vous n'avez pas un plan et une rigueur que vous mettez en place. D'accord. Très important. Maintenant, si nous allons parler de quand tout va bien et que vous respectez toutes les étapes, le bananier est l'une des plantations les plus rentables. Je vais aller de détail vers le gros.
Si vous avez une plantation d'1 hectare sur lequel vous avez mis 2000 plants qui marchent, ça veut dire que vous avez 2000 régimes. Aujourd'hui, le régime se vend au kilo. La banane se vend au kilo. Le prix du kilo est entre 200 et 400 francs, selon les périodes. Donc, si vous avez des régimes de 15 kilos et que vous les vendez à 200, le kilo, qui est le prix minimal, vous avez 3000 francs par régime. 3000 francs fois 2000 plants. Mais vous faites le calcul, après vous êtes 9 mois de travail. Non, pas seulement 9 mois. C'est après 9 mois que les régimes sortent, mais 3 mois après qu'on coupe. Donc, après 12 mois. Donc, après 12 mois, sur 1 hectare, vous avez 6 millions en termes de chiffre d'affaires. Mais on doit payer les ouvriers. Maintenant, dans le chiffre d'affaires, vous enlevez tout. Par expérience, je peux vous dire que quand vous finissez au terme de la première année, vous êtes pratiquement à 5 millions de dépenses pour la première année. C'est-à-dire, ce n'est pas d'un coup, mais les dépenses chaque 2 mois, etc., durant toute l'année, ça vous fait banalement dépenser 5 millions. Ça, il faut le dire. Seulement que la banane devient extrêmement rentable à partir de la 2e année. Parce qu'à partir de la 2e année, vous n'avez plus acheté de nouveaux plants, vous n'avez plus appelé des gens pour ceci ou pour cela. Et donc, à partir de la 2e année, et en plus, à partir de la 2e année, ça donne 2 fois l'an. Ok. Voilà, ça donne 2 fois l'an parce que si vous remarquez bien, quand vous avez un bananier qui monte, il a tout de suite les rejets qui le suivent. Et donc, quand lui, il arrive à maturité et qu'on le coupe, ce n'est plus comme si un autre commence à 0. Il y a un autre qui est déjà à un niveau donné et qui va donc continuer. Ce qui fait qu'à partir de la 2e année, vous pouvez avoir ces 6 millions-là comme votre bénéfice. En tout cas. Parce que en vendant 2 fois dans l'année, vous avez déjà couvert les frais d'entretien et toutes les charges dans le premier, dans la première coupe de la 2e année. Et la 2e coupe, c'est pour vous. Merci beaucoup, Seydou Gondé Dossou. J'espère que les fidèles téléspectateurs ont pris bonne note parce que c'est une opportunité d'affaires, entrer dans les champs de plantation de bananiers. Ah ouais. Ah oui, il faut s'y intéresser. La dernière fois, c'était la réalisation de pépinières et on a vu qu'il y a également à y gagner. Aujourd'hui, on est dans les champs, on est dans la plantation, la récolte et l'entretien. Vous avez encore à y gagner, donc allez-y très vite. Je voudrais, si vous le permettez, vraiment exhorter les gens, même si vous avez un lopin de terre de 500 mètres carrés. Aujourd'hui, il ne faut plus laisser les terres vides à ne rien faire. Il faut vraiment les exploiter puisque, en fait, on y gagne forcément quelque chose. Du coup, ayez forcément 5 millions dans votre compte. Non, pas forcément. Mais oui, puisque c'est... Non, mais même si vous avez, Madame Yasmine, si vous avez 10 000 francs et que vous achetez 20 plants de bananiers tout de suite et que vous les mettez devant votre cou, dans 1 an, vous avez 20 régimes. Donc, vous n'avez pas besoin. Merci beaucoup pour l'opportunité. J'espère que les fidèles téléspectateurs ont pris bonne note. Ce sera tout pour sa pousse. Ça sera tout également pour le coaching numérique. Merci. On se dit à très bientôt pour d'autres opportunités encore. Mais c'est le moment pour nous d'installer le plateau du débat. Comme je vous l'ai dit à l'entame, aujourd'hui, on parle de chirurgie esthétique. Le Brazilian Butt Lift est devenu une tendance actuelle et nombreuses sont ces femmes qui y vont. Est-ce que c'est pour des raisons de séduction? On le saura sur ce plateau puisque nous avons assez d'invités, assez diversifiés. Nous avons Adia Sofiat Oseni qui est sur ce plateau qui va nous en parler, notre maman, notre mémère. Bonjour, comment vous vous portez? Oui, bonjour Yasmine. Ça fait un moment, bonjour. Voilà. Oui, bonjour chers amis téléspectateurs, bienvenue. En face de vous, nous avons notre chirurgien général Magloire Mavoa. Bonjour, comment vous vous portez? C'est Mavoa Thierry. Mavoa Thierry, autant pour nous. Comment vous vous portez? Je vais bien, Yasmine. Au plaisir. À côté de Adia Sofiat, nous avons celle qu'on ne présente plus ici, sur notre plateau, Madame Vigan Blandine, notre conseillère en relations conjugales. Comment vous vous portez également? Je vais très bien. Toujours bien habillée, toujours Merci souriante. beaucoup. Elle est toujours là pour donner de bons conseils à nos téléspectateurs. Alors, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on sait que le BBL, c'est le nom qu'on donne plus souvent au Brazilian Butt Lift, que souvent, on ne connaît pas l'appellation normale, mais c'est plus connu sous le nom de BBL. Les BBL, chirurgiens généralistes, dites-nous, BBL, c'est quoi concrètement? BBL, en fait, en anglais, c'est Brazilian Butt
lift. Oui. Pour moi, chirurgien, c'est de la chirurgie esthétique et qui s'occupe du remodelage corporel. C'est tout? Le remodelage corporel. Le de quelle remodelage partie? corporel des fesses. Des fesses. Merci beaucoup pour la précision. Alors, Madame Adja Sofiat, de plus en plus, on apprend que... Qu'est-ce que faire sourire, Adja? De plus en plus, on apprend que nos dames, nos jeunes filles, s'adonnent à cette pratique. Elles enlèvent de la graisse d'une partie de leur corps pour renflouer leurs fesses. D'après vous, qu'est-ce qui peut pousser des femmes à le faire? Remodelage, Yasmine, je ris parce que je ne sais pas si je suis la personne indiquée. Oui, on sait que Adja a le potentiel. Vous avez le peut-être potentiel. que tu aurais pu inviter une femme peut-être mince. Et malheureusement, on dit qu'il faut que vous ayez quand même de la graisse en excès pour pouvoir faire ça. Qu'est-ce qui peut pousser une femme qui est déjà en forme à vouloir que ses fesses s'agrandissent? Depuis qu'on a commencé à parler de cette affaire, quand je réfléchis, je ne trouve pas la cause. Je me dis, nous qui en avons en excès, si ces fesses-là, je peux en revendre. Peut-être que vous allez revendre votre graisse à d'autres. Non, moi je pense que on n'a qu'à être sérieux, quoi. Certaines personnes disent que c'est pour séduire les hommes. Oui. Est-ce qu'on peut vouloir séduire un homme ou quelqu'un? On peut vouloir séduire et se faire du mal? Parce que moi, je ne suis pas chirurgien. Le chirurgien vous le dira peut-être. Mais moi, quand j'analyse le corps humain, je dis, c'est tuer. La preuve, c'est que on dit que c'est la chirurgie la plus dangereuse, la plus mortelle du monde. Vous voyez, l'homme grand H est un éternel insatisfait. Et j'ai lu le Coran, j'ai dit, tout ce que je vous ai donné en bien, c'est pour vous tenter. Si vous n'en avez pas, ça vous tente. Si vous en avez, ça vous tente. Nous qui en avons, on ne suit plus, nous voulons dégraisser. Et tout le temps, on passe nos vies à faire des régimes. Et des gens qui n'en ont pas, ou bien qui en ont déjà, veulent en avoir un peu plus. Ouais. Je ne sais pas. Yasmine, peut-être que tu vas poser la question. Alors, Madame Vigan, vous qui êtes conseillère en relations conjugales, est-ce qu'il vous arrive de rencontrer ce genre de femmes? Parce qu'aujourd'hui, Paris, c'est un fantasme de couple. C'est parce que l'homme aime les femmes qui ont beaucoup de rondeur que sa dame ira forcément, ou ces dames iront forcément faire rembourrer leurs fesses pour avoir plus de forme. Oui, on en rencontre. Et on voit des femmes qui viennent se plaindre du fait que leur mari n'est pas satisfait de la forme qu'elles ont, généralement après l'accouchement. Et puisqu'il y a les moyens et qu'on n'a pas le temps pour faire du sport, on se demande s'il n'y a pas une possibilité de pouvoir remodeler le corps. Je préfère utiliser le terme là, c'est tellement juste, remodeler le corps. Et il y a aussi d'autres femmes qui viennent et disent que c'est pour fidéliser leur mari parce que leur mari court après les femmes skinny. Aujourd'hui, c'est comme ça ils appellent le terme, les skinny. Voilà, les 8 là, bien... Et les apouchou. Et les apouchou. Voilà, donc on voit souvent, même il y a des femmes qui sont skinny, pas totalement skinny, mais qui désirent vraiment qu'on leur retape la forme, pas seulement pour faire plaisir à l'homme, mais pour se sentir à la mode, pour se rajeunir, pour se sentir plus belle. Il y a plusieurs raisons qui les motivent. J'ai Adja à côté de vous qui est vraiment étonné par tout ce que vous dites. Adja, qu'est-ce qu'il y a de si étonnant dedans? Parce qu'on voit également de ces dames, comme vous le dites, qui ont peut-être des fessiers, mais qui ont du ventre, elles sont prêtes à enlever la graisse du ventre pour le mettre dans leurs fesses. Ou bien dans les seins. Oui, ou de laisser vraiment. Quand vous en parlez, ma mémoire va vers un grand chanteur nigérien, je ne vais pas le nommer. Les gens qui m'écoutent le connaissent bien, qui s'est tué. Et nous qui l'aimions vraiment, nous l'avons vu mourir pour avoir fait ce remodelage.
C'est un homme. Oui, c'était un homme. Ouais. Je ne vais pas le nommer. Mais c'est ce qu'il a fait. Et le corps devait être en équilibre. Quand l'équilibre a manqué au corps, c'est ce qu'il a. Ça veut dire qu'il est resté 3 mois là où il est allé faire ça. Et puis après, ça n'a pas. Puis quand il est rentré au Nigeria, ça ne lui a pas pris beaucoup de jours pour dire au revoir à la vie. Je crois que la vie elle est trop mielleuse. Et très courte. Même s'il y a des difficultés, il faut laisser le temps. Il faut passer votre temps, passer votre vie. Si vous avez... il faut se sentir soi-même. Dans la vie, si on cherche, et les fonds disent, ni aimant balai dehors, ni aimant non. Voilà. Si tu n'es pas satisfait de ta forme telle que tu es, tu vas devenir comme tu ne le veux pas. Voilà. Vous comprenez? Oui. Ça, c'est les deux extrêmes. Ça. Tu es là, et moi, on voudrait que moi, je devienne comme qui, je ne vois pas là, dans le studio. Comme Beyoncé. Voilà. Non, c'est pas possible. Moi, quand même je commence mon régime et que j'ai atteint un niveau, je dis non, Sophia, tu ne peux pas dépasser ça. Reste comme tu es. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire qu'il faut savoir trouver l'équilibre dans la vie. C'est pas la peine. Quand je vois que des gens meurent pour ça, ça me... Je dis, je ne ferai rien par moi-même pour me tuer. Puisque vous parlez de mort, on va voir avec le chirurgien. Dites-nous, cette chirurgie esthétique, quelles peuvent être ses conséquences sur ceux qui pratiquent le BBL, ceux qui font le BBL? Merci Yasmine, je vais revenir un peu sur ce que disait Aladja tout à l'heure. Oui. Dans notre société aujourd'hui, il y a beaucoup d'ignorance. Et comme Aladja vient de le dire, est-ce que les personnes d'il y a un siècle, ou les personnes même d'il y a 50 ans, nos mamans faisaient des pratiques comme celle-là? Non. Pourtant, elles étaient jolies. Toutes les femmes sont jolies. Tout à fait. Et je pense pour ma part que la mauvaise envie aussi est à la base de cette pratique. Les conséquences, quand je parle d'ignorance, d'abord, c'est une intervention chirurgicale qui se pratique sous anesthésie générale et aucune anesthésie anodine. On peut faire une anesthésie générale. Il y a 3 phases dans une anesthésie. Il y a l'induction, il y a l'entretien et puis il y a le réveil. Durant l'induction, vous pouvez mourir. Moi, j'ai vu une jeune fille de 28 ans qui avait juste une boule dans le sein, qu'on voulait opérer, et qui est morte. À l'induction, elle est décédée. Elle a fait un arrêt cardiaque et on n'a pas pu la sauver. Et donc, ça se fait sous anesthésie générale. On peut mourir à l'induction, anesthésie générale. Et quand on fait ce genre de chirurgie, en fait, on va prélever les graisses en surplus au niveau du ventre, au niveau des bras, qu'on injecte à l'aide d'une canule dans les fesses. À l'aveugle, il y a beaucoup de vaisseaux qui sont au niveau des fesses. Et on ne sait pas, ces vaisseaux sont souvent en relation ou en étroit voisinage avec ce qu'on appelle la veine cave. La veine cave qui est une grosse veine de l'organisme. Quand on injecte la graisse dans les fesses, parce qu'on fait des pertuis au niveau des fesses, on n'injecte pas la canule. Lorsque nous injectons les graisses peuvent boucher les veines. Ça donne ce qu'on appelle des embolies graisseuses. Donc ça va boucher les artères et les veines pulmonaires. Et puis la personne meurt parce qu'elle a des difficultés respiratoires. Elle ne sait pas d'où c'est arrivé et on ne peut pas la sauver. La deuxième chose, c'est que en chirurgie, quand nous faisons des plaies, nous exposons les gens à des infections du site opératoire. Également, troisième conséquence, il y a des saignements. Il y a des saignements qui peuvent ne pas s'écouler normalement par les trous et créer des hématomes. Et enfin, ne serait-ce qu'esthétique, parce qu'on veut de l'esthétique, mais on a des cicatrices inesthétiques. On a des indurations.
et nous avons des déformations des endroits qui ont été opérés pour que ce genre de pratique soit fait. Donc, vu toutes ces conséquences, je pense que... Est-ce qu'il faut réellement aller est-ce qu'il faut forcément cette esthétique, cette forme d'esthétique pour réellement se sentir bien? Pour ma part, je pense que c'est celui qui est né, qui a grandi, qui est... Complexé qui est de bonnes mœurs. Parce que il faut être bonne mœurs pour pouvoir ne pas penser à des choses comme ça. Comme a dit Aladia, donc c'est très, très important. Je veux même qu'on aille un peu plus loin. Il paraît qu'après avoir fait l'opération, il y a également le traitement post-opératoire, post-chirurgie. Comment cela se passe? Les médicaments achetés, comment cela se passe? Non, mais quand j'ai parlé tout à l'heure d'embolie tout à l'heure, c'est qu'il faudrait... On lutte contre les embolies qui sont dues à des caillots de sang. Mais là, c'est une embolie graisseuse, il n'y a pas de traitement. Tu vas mourir, il n'y a rien à faire. Mon Dieu. Maintenant, la convalescence prend 6 à 8 semaines. La convalescence prend 6 à 8 semaines. Oui. Et donc, il faudrait faire des pansements, veiller à ce que les plaies cicatrisent sans infection. Si les plaies se surinfectent, bravo les conséquences et bravo les complications. Adia, autant de dégâts sur une femme ou sur un homme qui a voulu faire du BBL. Vous en dites quoi? Est-ce que cela vaut la peine vraiment d'y aller? Je pense que non. Et je me demande si les personnes qui y vont ont été coachées sur toutes les conséquences que cela induit. Est-ce que, ou bien ils ont vu juste une copine le faire et puis ils décident aussi de le faire. Mais qui ne risque rien à rien, dira-t-on? Non, Yasmine, il ne faut pas tout risquer. Dans la vie, il faut risquer. Il faut faire de bonnes choses. Il faut risquer en faisant de bonnes choses. Je me rappelle, quand nous étions au collège, ma copine, si elle m'écoute, elle sait qu'elle le regrette aujourd'hui. Elle avait juste un bouton de... Comment vous appelez ça? Grain de beauté. Grain de beauté au niveau de sa poitrine, comme ça. C'était pas gros, mais bon, ces grains de beauté, c'était remarquable. Mais c'est nous qui sommes ses copines qui voyons ça. C'était juste ici. Très beau. C'était pas vilain. On était allés en vacances. Ou bien on a pris des congés. Et puis, quand elle est revenue des congés, elle avait de la bande collante ici. Ah, j'ai failli appeler son nom. Qu'est-ce que tu as? Elle dit qu'elle est allée faire une opération de son grain de beauté qu'elle a. Oh. Quand elle a enlevé la bande collante, elle regrette jusqu'à aujourd'hui. La dernière fois, elle est venue en vacances, on en a encore parlé. Si vous voyez la masse, à cause de kéloïdes, la masse de chair qu'elle a eue à la place de ce petit bouton, c'est pour dire que ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a laissé en nous là, acceptons ça. Et comme ce n'est pas une maladie, garde ton affaire, entretiens ça. Entretiens-toi à travers ce que tu as, le corps que Dieu t'a donné. Il faut, en tout cas, moi, je ne me sens pas vilaine. Je suis grosse, mais... Alors, Madame Vigan, quant à vous, qui recevez souvent les couples, je préfère rester moi-même. C'est toujours mieux pour vous, Adia. Nous, vous préférez comme ça, Adia. Alors, Madame Vigan, pour vous qui recevez les couples, qu'est-ce qui peut pousser vraiment une femme à prendre tout ce risque? Est-ce qu'elles réellement sont informées ou est-ce que c'est ces hommes réellement, elles viennent pour dire ces hommes me demandent de le faire ou elles partent d'elles-mêmes juste pour plaire à cet homme? Je vous remercie. Je vais partir de la fin de Aladia pour dire je me sens belle. Quand tu es dans un environnement où tout le temps les actes qu'on pose, les paroles qu'on dit te montrent que tu es vilain ou bien tu es vilaine, cette phrase, tu ne peux pas le répéter facilement. Intérieurement, tu vas finir par accepter que tu es vilain. Et quand tu es vilain, même quand tu prends ton portable, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, ou bien les TikTok et Instagram et autres, avec les filtres qui montrent que quand tu ajoutes quelque chose, tu te sens plus beau. Tu auras la confirmation que vraiment, il te faut quelque chose pour avoir la beauté maximum, pour être à la hauteur ou bien pour faire
partie intégrante de ta société directe, de ta communauté proche. Donc, quand tu commences par te poser autant de questions et dans tous ces doutes que tu as semés en toi, quelqu'un vient te dire, voici la porte de sortie, tu as du mal à réfléchir, tu as du mal à raisonner, tu as du mal à résister. Parce que les publicités, tout ce qu'on montre, tout est beau, mais ce n'est que toi qui es vilain. Donc, il y a ça, il y a des comportements du genre qui blessent l'estime de soi. Et on est convaincu qu'on est vraiment laid. Et déjà, on commence déjà par chercher des petites astuces pour se requinquer. On fait des trucs juste pour... Et au moment où quelqu'un fait l'erreur de dire, madame, vous êtes belle, on dit, c'est vrai. Donc, tu veux te mirer dans le visage de l'autre. Tu n'es plus toi, tu ne t'appartiens plus. Et quand tu viens à ce stade, tu n'as plus la patience d'enquêter sur ce que tu vas faire. Quand tu as les possibilités, tu te jettes à fond. Alors, moi, je voudrais dire à ces couples, à ces personnes qui m'entendent, que la première chose à faire, c'est de croire en eux-mêmes. C'est de croire en eux-mêmes. Même si l'image que le miroir te montre ne reflète pas ce que tu entends de toi-même, dis-toi que ce que tu entends de toi-même, c'est ce que tu es. Il faut apprendre à s'accepter. Il faut apprendre à s'accepter tel qu'on est. C'est le premier niveau, ça. Quand tu t'acceptes tel que tu es, et par les situations de la vie, tu es amené à constater que tu as pris de poids ou bien que tu n'es plus la même personne qui est, revois ton alimentation. Et une alimentation équilibrée. Fais du sport. Encore que le sport, il y a du sport. Quand on fait du sport, on a de la forme. Quand on fait les squats, par exemple, ça vous donne une très belle forme. Même si ce n'est pas systématique, parce avec que le temps, ça vient. Voilà, ça vient avec le temps, mais il faut se donner à ces différentes activités plutôt que de choisir le chemin facile. Oui. Adja, le temps est complètement fini. Je veux rapidement que notre docteur donne ses derniers conseils pour les téléspectateurs. Je pense que je dirais aux téléspectateurs que les hommes et les femmes naissent égaux. C'est vrai en droit. Et qu'aucun homme n'a le droit de dire à sa femme « va te faire mutiler et reviens pour que je sache que tu es belle ». Je dirais en second lieu que la chirurgie, c'est une science qui nous a permis de régler des problèmes que les médicaments ne peuvent pas régler. Oui. Et qu'il ne faudrait pas dévier ces succès ou ces résultats pour en faire quelque chose d'autre. Je pense que nous devons tous être conscients que nous sommes des exemples pour les plus jeunes. Merci beaucoup, docteur. Je dis un petit mot, Yacine. Un petit mot, d'accord. Yacine, je voudrais dire, quand on parle d'entretien de soi, ce n'est pas seulement dans l'entretien du corps, mais il faut savoir porter les vêtements qui vous conviennent. C'est toi qui as le gros bras et c'est toi qui portes sans manche. C'est toi qui as des jambes comme ça et c'est toi qui portes jupe mini. Mesdemoiselles, mesdames, je vous demande de savoir vous habiller. Selon votre morphologie. Voilà, selon votre morphologie. Pour cacher ce que vous pensez qui est en vous, qui ne vous plaît pas. Ce qui vous complaise. Voilà. Alors, fidèles téléspectateurs, oui, vous l'avez compris, dans le rendez-vous de midi de ce jour, nous avons parlé du phénomène BBL. Nous avons exposé ici sur ce plateau les conséquences du BBL. Vous l'avez entendu le médecin le dire. Avant, pendant et après, c'est un supplice. Vous avez à chaque étape l'option de mourir. Oui, la mort est toujours là qui vous guette à chaque étape de cette chirurgie. Donc, à quoi bon prendre ce risque? Oui, la vie est un risque, mais ce n'est pas tous les risques qu'on prend. Le sourire, c'est ce qu'il vous faut face à tout ce qu'on vous dira, qui sera pour vous comme un complexe. Alors, assumez votre corps et vivez votre vie telle que vous l'entendez. Ce sera tout pour ce numéro. Bye bye, portez-vous bien. Bon appétit. Merci. Hop.